bien entendu tous les participants à cette conférence, tous les panélistes et toutes les équipes de ProParco, de l'AFD et les partenaires qui ont aidé à la préparation de cette réunion. J'espère que les propos qui vont être tenus, comme les propos qui viennent d'être tenus, seront pour nous tous riches d'enseignements. Une conférence, ça n'est jamais qu'une introduction. J'espère que ces tables rondes introductives vous donneront le goût, l'appétit d'approfondir les questions de gouvernance. Ce que nous avons souhaité faire, c'est faire en sorte que les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Ce qui veut dire que les panélistes que vous allez voir défiler tout au long de la journée sont, pour la grande majorité d'entre eux, pour tous des chefs d'entreprise, qui échangeront entre eux, mais qui également échangeront avec la salle. Nous avons souhaité que le dialogue soit le plus ouvert possible, de façon à ce que l'enseignement ne soit pas l'enseignement en profit, en fait, de l'expérience. J'appelle donc pour la première table ronde les trois premiers panélistes. Monsieur Éric Gibaud, président directeur général de la clinique Pisa. Monsieur Bakary Traoré, avocat, chercheur en gouvernance, directeur de cabinet du président de la Haute Autorité. Et monsieur Stanislas Zézé, directeur général de Bloomfield. Je fais dans l'ordre alphabétique pour éviter les problèmes de protocole. Bien, alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai envie tout d'abord, devant la brillante introduction de M. Amenoué, de vous demander de réagir dessus. Et je poserai peut-être la première question à Dr Bakary Traoré. D'après vous, est-ce que la bonne gouvernance est utile à la croissance de l'entreprise? Merci bien, M. Chenet. Je pense que mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, il a dit que c'est sous condition 107. Mais lorsqu'on regarde l'économie mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu la crise asiatique dans les années 2000, pour résoudre la crise, pour relancer les économies, ces pays ont dû travailler profondément sur la question du gouvernement d'entreprise. Ça, c'est l'aspect macro, si vous voulez, parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Et on ne pouvait pas relancer les économies sans avoir fait en sorte que les entreprises produisent, en fait, mettre en place de meilleurs systèmes de gouvernance. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que même au niveau de l'Union européenne, pourquoi est-ce que l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne s'est intéressée à la question du gouvernement d'entreprise? Parce qu'elle a constaté, selon des études qui ont été réalisées, que 2/3 de la croissance mondiale profitait aux pays émergents. Que par conséquent, pour redonner de la compétitivité aux entreprises européennes, il fallait renforcer leur gouvernance. L'autre chose que je voudrais indiquer, c'est que nous avons ici même en Côte d'Ivoire des exemples concrets. Je peux peut-être citer des entreprises. Oui, je crois. J'ai eu l'avantage d'accompagner un certain nombre d'entreprises. Je ne vais pas les citer toutes. Mais vous voyez le groupe NCA. Merci le président Diabo, il m'a fait confiance. J'ai accompagné depuis longtemps. Mais le groupe NCA se développe depuis, s'est diversifié, ainsi de suite. Vous voyez une société comme l'Analaire, qui était une société moribonde au sortir de la crise, qui aujourd'hui, adulée par différents acteurs financiers du monde, les Japonais, les Coréens, enfin de suite. Donc, pour dire que, effectivement, pour qu'une entreprise puisse être durable, il est nécessaire d'avoir une structure de gouvernance solide
mais aussi il est nécessaire qu'elle ait accès à des financements, par exemple. Il y a un fonds d'investissement en Tunisie où le président disait que le fait qu'ils aient mis en place des gouvernances solides dans des entreprises a permis à ces entreprises d'avoir accès à des financements. Parce qu'en fait, quelqu'un l'a dit, la gouvernance, c'est la confiance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de nouvelle gouvernance d'entreprise et que le directeur là, tout à l'heure a fait des éléments concernant la transparence, le comportement, ainsi de suite. Parce que lorsqu'on n'a pas de confiance, vous n'avez pas accès au crédit. Pour avoir de la croissance, je pense qu'il faut forcément avoir du financement. Et lorsque vous avez une gouvernance solide, vous avez accès à des meilleurs coûts au financement qu'on met en place. Et je voudrais donc dire que, en tout état de cause, cette croissance va générer comment? Si vous prenez en compte, comme il a dit aussi d'ailleurs, les parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de gouvernance, on en parlera l'après-midi de manière plus profonde, de gouvernance traditionnelle et de gouvernance moderne ou nouvelle gouvernance d'entreprise, qui intègre la dimension éthique, comportementale. Donc, je voudrais dire simplement qu'effectivement, il est démontré que lorsqu'une entreprise est bien gouvernée, effectivement, cela peut lui donner la possibilité d'avoir du bon personnel, la possibilité d'avoir accès au crédit, la possibilité d'avoir de bonnes relations d'affaires, parce qu'aujourd'hui, si vous avez de la croissance, c'est que vous pouvez développer vos affaires, développer votre business. Or, nous avons des schémas, vous savez aujourd'hui, que pour travailler avec vous, mais on va vous diligenter pour savoir si on peut ou pas travailler avec vous. Ça c'est donc, parce que tout simplement, chacune des entreprises se trouve dans une situation, elle a une certaine responsabilité, elle est responsable de sa sphère d'influence, et pour avancer, elle doit faire en sorte de ne pas s'allier à n'importe qui. Et on va regarder votre gouvernance. Et en plus, je termine, la bonne gouvernance, une entreprise bien gouvernée a une très bonne réputation. Et la réputation compte aujourd'hui dans l'actif d'une certaine façon d'entreprise. Je voulais marquer. Merci, docteur. On en parlera tout à l'heure, effectivement, avec Stanislas José en tant que modérateur, ce qu'il en pense. Je voulais peut-être me tourner maintenant vers Eric et lui demander, en tant que chef d'entreprise, quelles sont les bonnes pratiques de gouvernance? Pour revenir un peu sur ce que le grand frère disait sur la gouvernance, d'abord, c'est important d'avoir une gouvernance parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Ça, c'est dans la gestion de crise, quand il peut arriver dans ces entreprises, à plusieurs, on est plus fort. Donc, il est toujours important d'avoir un bon conseil d'administration et plusieurs conseils, avoir surtout des administrateurs pertinents. Parce qu'il faut aussi voir ce qui peut arriver. Des administrateurs pertinents qui vous permettent de faire face à certaines difficultés auxquelles on ne peut pas faire face tout seul. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la transparence, vraiment, ce que Félix a dit, c'est la clé. La transparence, parce qu'on peut montrer ce qu'on veut à un conseil d'administration. Je veux dire, moi, je suis financier de formation, je peux fabriquer des chiffres, mais ça ne sert à rien de fabriquer des chiffres, de montrer ça aux administrateurs, de leur faire croire que tout est beau, et tout le monde sort, on applaudit, alors que ce n'est pas la vérité, donc on va nulle part. La transparence, c'est la clé. Les outils de gestion, c'est la clé. Il faut avoir cette rigueur, d'abord, d'avoir un bon outil de gestion qui peut vous donner des informations fiables et détaillées. Je veux dire, si on n'a pas les informations pour l'analyser, ça ne sert à rien de s'asseoir autour d'une table et de chercher à discuter de quoi que ce soit. Les informations détaillées, la rigueur, comme les entreprises américaines le font, la rigueur des clôtures mensuelles, c'est très très important. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que tu peux avoir un bon conseil avec tout ce qu'il faut, avec des administrateurs indépendants, mais s'il n'y a pas les outils, si vous ne asseyez pas autour d'une table pour discuter des chiffres, de vrais chiffres, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment la clé, et je te rejoins. Donc, transparence et surtout fiabilité des données. C'est très important. Et je pense que ça tu en as avec moi. Des données fiables, il faut que quand un banquier prend vos chiffres, il sache que c'est des données qui sont fiables et qu'il peut se fier à ce que vous lui montrez. Ça, c'est vraiment important. Merci Eric. Oui, effectivement, confiance, responsabilité, transparence, compétence,
certainement c'est ce qu'on demande à de bons administrateurs. C'est l'essentiel. L'indépendance aussi, bien entendu, mais l'indépendance d'esprit. On insiste beaucoup sur les administrateurs indépendants, mais c'est effectivement structurellement bon, mais la meilleure indépendance est encore l'indépendance d'esprit, effectivement, probablement. Je me souviens, juste une petite anecdote, je me permets, parce que c'était pas en Côte d'Ivoire. Je suis allé voir un jour une entreprise à laquelle j'ai demandé à avoir accès à sa comptabilité financier. Et le chef d'entreprise, très gentiment, m'a fait un grand sourire et m'a demandé laquelle. Voilà, je ne dirai pas plus loin. Stanislas, vous, en tant que notateur, vous notez les entreprises. Donc par rapport aux propos qui viennent d'être tenus, est-ce que vous regardez la gouvernance d'entreprise? Et si oui, qu'est-ce que vous regardez plus particulièrement dans la gouvernance d'entreprise? Merci. Je peux tout d'abord revenir un peu sur ce que Félix a dit tout à l'heure, qui me semble absolument essentiel. La gouvernance, c'est l'ADN même d'une entreprise. C'est pas quelque chose qu'on met plus tard en place. On la met quand on structure l'entreprise. Donc là, il est important de comprendre que la gouvernance est l'essence du développement d'une entreprise. Et cette gouvernance, évidemment, doit s'adapter, doit être évolutive et doit aussi coupler avec un certain nombre de paramètres, comme l'a décrit Félix. C'est fondamental. Une gouvernance statique ne sert absolument à rien. Très important. Quand nous notons les entreprises, la gouvernance est un élément fondamental parce que justement c'est la gouvernance qui va nous donner une indication sur les fondements de cette entreprise. Nous notons sur deux bases. Établir les fondements d'une entreprise, établir sa performance financière en vue de faire face à ses obligations financières. Mais évidemment, cette performance financière va être basée sur sa capacité à mettre en place une structure solide. Et cette structure solide est essentiellement basée sur la gouvernance d'entreprise de cette entreprise-là. Les procédures, le contrôle interne, la transparence, la gestion du pouvoir en interne et en externe, la communication financière en interne et en externe, l'équilibre des pouvoirs en interne, fondamental. Et tout ça, justement, est un élément, comme je dis, très important dans ce processus d'évaluation-là. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de gouvernance d'entreprise. Je suis très rassuré, parce que pour moi, c'est vraiment l'essence même. Et il y a un élément qui est fondamental également, c'est l'introduction de la gestion de risques dans le système de gouvernance. Parce qu'en réalité, la gestion des risques intégrés à tous les niveaux de la structure de gouvernance va permettre de faire face à l'évolution de la structure dans son contexte environnemental. Que ce soit pour la gestion des crises, que ce soit pour le changement de stratégie, un système de gestion des risques permanents intégrés permet d'anticiper, permet de mettre en place un mécanisme de contrôle et un mécanisme de suivi. Parce que la capacité de s'adapter va être basée sur la capacité d'anticiper, la capacité de suivre l'évolution du déroulement de la stratégie. Voilà ce que je veux dire. Merci. Effectivement, c'est très intéressant. Peut-être une question que beaucoup de gens se posent dans un contexte économique que l'on fait. Ah oui, pardon, oui. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est important parce que dans la définition même de la gouvernance, il n'y a pas de gouvernance là où il n'y a pas de contrôle. Et puis aujourd'hui, on considère que la gestion des risques, c'est extrêmement, comme il a dit, extrêmement important. Le conseil d'administration doit comprendre qu'il a l'obligation de prendre en compte la question des risques. Et cette question des risques, ce n'est plus seulement les risques financiers, il y a aussi les risques sociaux aujourd'hui, les risques environnementaux, les risques sociétals, si vous voulez, et ainsi de suite. Mais mieux,
on commence à dire que les conseils d'administration doivent s'intéresser, en tout cas pour certaines activités, à la question de la cybercriminalité, à la question du matériel, de la numérisation. Donc, ouais, de plus en plus, il y a certaines études qui montrent aujourd'hui que, effectivement, et des entreprises le font déjà. Parce que quand vous avez des établissements financiers, il y a des risques importants. Donc, effectivement, c'est un élément extrêmement important. En ce qui concerne donc l'évaluation de la gouvernance, ces éléments-là vont être très précis, puisqu'il y a un certain nombre effectivement de référentiels qui permettent d'évaluer l'aspect extra-financier de la gouvernance. Merci. Peut-être une question complémentaire d'ailleurs sur ce sujet. Quelle est la part, dans la notation d'une entreprise, quelle est la part du financier et la part de l'extra-financier? En réalité, en fonction des environnements, si vous voulez, les paramètres qualitatifs peuvent être aussi importants que les paramètres quantitatifs. Les paramètres quantitatifs, dans certains environnements, surtout dans les environnements qui ne sont pas suffisamment sophistiqués, les paramètres qualitatifs peuvent être supérieurs ou plus importants parce qu'ils vont pouvoir justement expliquer les paramètres quantitatifs. Donc, le côté extra-financier est aussi important que le côté financier. Parce que les chiffres ne parlent pas, il faut les faire parler. Et si vous voulez, quand on parle de paramètres qualitatifs, on parle de gouvernance d'entreprise justement, on parle de la qualité du management, on parle de l'environnement des affaires. Donc tous ces paramètres-là peuvent influencer de façon significative la performance d'une entreprise. Vous pouvez être une entreprise solide dans un environnement fragile, ça vous fragilise systématiquement. Et c'est pareil qu'une entreprise fragile dans un environnement très solide sera rehaussée. Donc évidemment, nous avons des facteurs de rehaussement de qualité de crédit qui sont pris en considération justement, qui sont essentiellement des paramètres qualitatifs. Peut-être, si vous voulez, l'environnement dans lequel évolue l'entité. Vous avez des sociétés que nous notons, que nous estimons dans l'évaluation que la faillite de cette entreprise peut créer une crise systémique. Donc évidemment, on estime que l'environnement ne permettra pas à cette entité de faire faillite. L'environnement, ça peut être l'État, ça peut être le secteur d'activité. Donc les paramètres qualitatifs sont absolument essentiels dans l'évaluation de la qualité de crédit d'une entité ou d'un pays. Ça peut être un pays, ça peut être une entreprise, une collectivité locale. Nous avons une société financière un petit peu la même expérience en réalité parce qu'on a fait une petite étude récente sur notre portefeuille Proparco il y a quelques mois, pas complètement scientifique mais qui s'approchait du scientifique et qui tendait à montrer que les quelques crédits difficiles que nous pouvions avoir en portefeuille, pas beaucoup je vous rassure, les difficultés étaient à 60% liées à des questions de gouvernance au sens large, la structuration, comportement. Et à l'inverse, nos confrères et amis de la SFI nous ont montré l'année dernière une étude qui, j'espère, sera publiée et qui tendait à montrer que dans leur portefeuille aussi, il y avait une corrélation entre les bonnes pratiques de gouvernance et la rentabilité de l'entreprise. Alors, au stade où nous en étions l'année dernière, nos confrères ne pouvaient pas savoir qui de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise bien gouvernée était plus rentable ou est-ce que l'entreprise plus rentable se donnait les moyens de la bonne gouvernance? Mais en tout cas, il y avait un rapport de corrélation. Je voudrais préciser, je pense qu'il l'a dit lorsqu'il a parlé, parce qu'en réalité, lorsque on a commencé à parler de gouvernement d'entreprise, après le krach de la bourse de New York à l'époque, déjà la première règle, le premier principe, c'était la transparence. Peut-être qu'on ne l'avait pas suffisamment en avance, mais ce que je voudrais simplement indiquer, c'est que la question du comportement est fondamentale. Et c'est pour ça que la mise en place d'un système éthique qui rentre dans le management, il ne suffit pas de faire un code, on a fait un code éthique avec des valeurs, non, ça ne suffit pas. Il faut que ça rentre dans le management et que ce soit utilisé au quotidien. Si ça ne rentre pas dans le management, ça ne sera pas suffisant. Donc il n'y a pas de bonne gouvernance aujourd'hui sans l'éthique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la gouvernance est devenue
comportementale par rapport à l'ancienne gouvernance. Merci. Je voulais rajouter à ce point-là, en disant qu'il est absolument fondamental d'intégrer la gouvernance dans une culture d'entreprise. Parce qu'en réalité, ce qui va formater, parce que tout le monde doit comprendre l'importance de la gouvernance de la même façon. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument important de créer une culture d'entreprise qui embrasse la bonne gouvernance et qui va permettre justement de l'inculquer systématiquement aux nouvelles recrues et que ce devienne une seconde nature pour tous les staffs de l'entreprise. Parce que ce n'est pas seulement le management qui doit intégrer dans son comportement et dans sa façon de travailler la bonne gouvernance, ça doit être tous les employés de l'entreprise. Et quand je dis tous les employés, c'est à tous les niveaux. C'est important, la gouvernance, c'est à tous les niveaux. Le gardien de l'entreprise, s'il se permet de prendre de l'argent pour collecter des CV, on a un souci. Il ne se rendra peut-être pas compte de l'impact que ça a sur toute l'entreprise, mais un souci, s'il n'est pas impliqué dans cette culture d'entreprise, évidemment, il ne saura pas que prendre de l'argent pour réceptionner des CV pose un problème. J'aimerais, à moins qu'il y ait d'autres réactions sur ce thème, non, pour l'instant, j'aimerais vous poser une autre question, un petit peu différente, parce que dans la structure économique, comme vous le savez, la grande majorité des entreprises sont des entreprises de taille moyenne ou petite. Et pour beaucoup d'entre elles, souvent, les entrepreneurs ont tendance à considérer que quand on parle de gouvernance, on parle de grandes entreprises. Et ils se disent deux choses. Ils se disent, ah, mais ces structures complexes, c'est pas pour moi, pas pour mon entreprise. Et puis ils se disent, ah oui, mais gouvernance, ça veut dire conseil d'administration ouvert, je vais sortir de ma tante, de ma cousine, de ma nièce, de mon oncle, et je vais faire entrer des inconnus à mon conseil d'administration, c'est pas possible. Alors je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'une bonne gouvernance peut s'adapter à une entreprise de taille au moins moyenne, voire petite? Moi, ce que je voulais dire dessus, c'est que je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, je veux dire, la gouvernance, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Donc je pense qu'il n'y a pas de taille pour avoir une bonne gouvernance. On en parlait aussi hier. On peut avoir une bonne gouvernance en famille. Ça n'exclut pas besoin. C'est vrai qu'on recommande d'avoir des administrateurs indépendants pour avoir des avis indépendants, mais on peut avoir une très bonne gouvernance en famille. On peut créer une PME, avoir son oncle, sa tante, son cousin, mais il faut que ces personnes-là aient une indépendance d'idées. Je veux dire, il faut qu'ils puissent vous apporter quelque chose, il faut qu'ils soient suffisamment indépendants pour vous conseiller, pour vous dire voilà comment on envoie la vision, la stratégie et analyser tout ça. Donc on peut le faire. D'abord une PME, donc bien sûr, doit avoir une bonne gouvernance et on peut le faire même en famille. Et ça coûte pas cher. Souvent on dit, conseil d'administration, jetons de présence, est-ce que je peux faire face à des charges comme ça? Les jetons de présence, c'est laissé à l'appréciation de la structure. Donc voilà, ça peut être raisonnable, ça peut être... moi je suis dans le conseil d'administration de l'Abidjan par exemple, voilà, c'est bénévole, c'est complètement bénévole. Donc voilà, on peut être administrateur, avoir un bon conseil, bien étoffé, sans forcément ça nous coûte trop cher. Docteur, vous voulez réagir? Moi, je voudrais tout simplement prendre des exemples. Bon, nous étions plus jeunes, Madame la Présidente. Nous avons connu ici, en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que nous étions jeunes, il y avait une société qui s'appelait Veteco. Veteco en Côte d'Ivoire ici, qui faisait les tenues pour les élèves, enfin bref, je parle des tenues, les militaires, tout ça. Mais après, cette entreprise n'a pas survécu. On a d'autres exemples dans le transport. Steve, ça n'a pas survécu. C'est pour dire que c'est vraiment l'ADN. Pourquoi est-ce qu'on dit de faire la gouvernance d'entreprise? C'est pour garantir la durabilité de l'entreprise. Si vous voulez une entreprise durable, qui a une bonne réputation, qui est donc en phase avec toutes les parties prenantes, il vous faut faire effectivement la gouvernance d'entreprise. Ce n'est pas une question de taille. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il a donné un bel exemple, celui qui prend l'argent
pour récolter les CV. Mais c'est d'abord le comportement, parce qu'effectivement, les chefs d'entreprise, moi j'ai vu ça. Madame, si vous vous souvenez, Madame la Présidente, nous étions à Bassa pour l'adoption du Code ivoirien de gouvernement d'entreprise en 2010. Il y a quelqu'un qui nous a dit, mais attendez, moi c'est moi qui ai mis mon argent. Pourquoi vous voulez que je partage quelque chose à quelqu'un? Et un homme d'affaires ici, important, m'a dit un jour, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. On a mis son argent, certes, mais à un moment donné, pas lâcher prise pour lâcher prise. Mais il ne faut plus penser qu'on est propriétaire de l'argent, propriétaire du capital. Donc on va tout faire, on va tout décider sur. On a besoin de s'entourer, je crois que c'est ce qu'il dit, il a dit implicitement. Ça peut être des membres de la famille, mais ça peut être. Donc c'est nécessaire de faire la bonne gouvernance, parce que même l'accès au crédit, on dit que les PME en Côte d'Ivoire n'ont pas accès au crédit. Mais pourquoi ils n'ont pas accès au crédit? Je crois qu'il est bien placé pour nous dire ça. Ben, parce qu'il y a certaines choses qui sont constatées. Donc si les PME en Côte d'Ivoire veulent avoir accès au crédit, il faut consolider leur gouvernance. Et je pense d'ailleurs que la Banque mondiale avait mis en place un programme par PME il y a quelques années où il y a eu quelques formations qui ont été réalisées justement pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises. Donc il y a un intérêt. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre une société familiale et une entreprise gérée de façon familiale. Parce qu'en réalité, quand on dit une société gérée de façon familiale, c'est un peu péjoratif. Ça ne veut pas forcément dire que les cadres ou les dirigeants de cette entreprise sont de la même famille. Ça veut dire que c'est géré sans bonne gouvernance. Mais une société familiale peut être gérée avec une parfaite gouvernance d'entreprise. On a des modèles intéressants ici en Côte d'Ivoire que je connais, que nous notons. Je vais citer, pas pour de la publicité, mais parce que je pense que c'est un modèle de réussite de gouvernance. Quand vous prenez une société comme Petro-Ivoire, que nous notons depuis 7 ans, qui est une société familiale, mais qui a une gouvernance d'entreprise qui est exceptionnelle. Et ça, c'est très important à comprendre. Bloomfield Investment est une société familiale que j'ai créée avec mon épouse. On a d'autres actionnaires, mais nous sommes les majoritaires. Et je peux vous dire, dans le conseil d'administration, mon plus gros challenger, ce ne sont pas les administrateurs indépendants, mais c'est mon épouse. Et d'ailleurs, qui refuse de parler de ça à la maison. Elle me dit, on se retrouve au conseil d'administration, avec un air assez méchant d'ailleurs. Non, c'est pour vous dire qu'on peut. Mais quand il s'agit de la gouvernance d'entreprise, je pense que toutes les sociétés ont besoin de gouvernance d'entreprise. Et d'ailleurs, on doit même être plus exigeant avec les PME. Et je crois que c'est celles-là qui auront certainement plus à prouver. Donc plus vous êtes petit, plus au contraire, vous devez mettre l'accent sur votre gouvernance d'entreprise. Quand on parle on discute souvent des PME dans notre environnement, et on a toujours l'impression que le problème essentiel des PME, ou le problème le plus important des PME, c'est le financement. Mais non, ce n'est pas le financement. Avant d'être financé, il faut être structuré, il faut avoir une gouvernance qui soit justement, qui inspire confiance avant que quelqu'un puisse vous financer. Parce que vous financer, c'est se rassurer que vous avez la capacité et la volonté de rembourser en temps et en heure selon les clauses du contrat qui nous lient. Donc je crois que la gouvernance d'entreprise dans notre environnement surtout, ou dans tous les environnements, est même plus importante pour les PME qu'elle n'est même pour les grandes entreprises. Elle est importante pour tout le monde, mais on mettra plus l'accent sur les PME. Les PME ont intérêt à être plus exigeantes elles-mêmes vis-à-vis de leur gouvernance d'entreprise pour pouvoir justement montrer patte blanche quand elles veulent accéder à des financements, quand elles veulent acquérir des marchés, quand elles veulent signer avec des partenaires. Pour rejoindre un peu ce que ça disait, c'est vrai, mais en fait la gouvernance vous apporte des choses. Avec la gouvernance, vous allez avoir des états financiers certifiés, et c'est tout ça qui fait que vous avez plus accès au crédit. Parce que si il n'y a pas de gouvernance, vous allez prendre ça à la légère, vous allez dire bon, c'est pas grave, le commissaire au compte ne vient pas, j'attends, je n'ai pas le compte. De toute façon, c'est moi qui tiens tout. Mais quand vous avez une bonne gouvernance, avec un bon conseil d'administration, avec des gens qui vous challenge, vous faites en sorte de leur montrer les chiffres, vous faites en sorte que vos états soient certifiés. Et quand c'est certifié, vous avez la banque vous regarde un peu mieux,
a une caméra, la banque vous regarde mieux et peut vous aurez accès à des financements beaucoup plus facilement. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il est arrivé que des entreprises ici en Côte d'Ivoire cherchent des partenaires pour entrer dans le capital social, dans des partenaires stratégiques. Il y a eu des expériences où, lorsque ces partenaires potentiels étrangers sont arrivés autour de la table, les gens ont mis sur la table leurs chiffres financiers, comme ils disaient, les bilans et tout ça. Il y avait de bons résultats. Ils disent, ok, tout ça c'est bon. En matière de gouvernance, donnez-nous des éléments qui nous prouvent que vous avez une structure solide. Parce qu'une entreprise, le déficit de gouvernance, c'est pas une maladie dans l'entreprise qui à tout moment peut tuer l'entreprise. Les partenaires ont oublié leurs valises, ils sont repartis. Donc ces gens ont dû se mettre à niveau. Donc comme il a dit là, vraiment tout le monde a besoin de ça. Merci. Quel conseil donneriez-vous les uns et les autres à une entreprise, justement une entreprise pas très grande, petite, moyenne, qui est en croissance et qui donc se dit il faut que j'adapte ma démarche, je ne peux plus travailler sans structure, comme vous venez de le dire les uns et les autres. Par quoi faut-il commencer en fait? Quel conseil est-ce que vous donneriez à un entrepreneur de PME qui souhaiterait remettre sa gouvernance à niveau? Moi je dirais, il faut choisir l'équipe avec qui on travaille. D'abord c'est l'équipe, choisir son conseil d'administration. Avoir des administrateurs de qualité. Et comme je vous dis, ça peut être des membres de votre famille, mais il faut des administrateurs de qualité. Parce que quand un financier va venir, souvent il vous demande, donnez-moi le profil des administrateurs. Ça montre la qualité des échanges que vous pouvez avoir en conseil d'administration. Donc bien choisir l'équipe qui va vous accompagner et vous la choisissez en fonction de vos projets. Je dis, si vous avez une grosse stratégie de communication, ce serait toujours bien d'avoir quelqu'un de la communication dans votre conseil pour vous aider à revoir votre stratégie et avoir des avis qui sont pertinents. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de gouvernance, c'est un groupe de personnes que je peux appeler un groupe d'initiés. Vous partagez tout avec ces personnes. C'est des choses qu'on ne peut pas partager avec n'importe quel agent de communication dehors, qui peut apprendre votre projet et le donner à quelqu'un d'autre. Il faut avoir un groupe d'initiés de qualité. Il faut effectivement qu'un conseil puisse, en tout cas qu'un entrepreneur puisse s'entourer de conseils pour être appuyé, challengé en même temps, conseillé. Qu'est-ce qui est essentiel là-dessus? Je crois que le gros problème des PME, c'est la crainte du promoteur de perdre du pouvoir. Et ils estiment toujours qu'une gouvernance va créer un système de contrôle qui va leur faire perdre du pouvoir. Sauf qu'ils ne voient pas l'intérêt d'avoir des débats contradictoires, l'intérêt d'avoir une sorte d'équilibre et l'intérêt de pouvoir justement être remis en question dans les décisions qui sont prises. Et le conseil que je donne généralement aux PME, c'est si elles veulent développer, on a aujourd'hui sous une affluence de fonds d'investissement. Et pour moi, les fonds d'investissement sont une solution juste extraordinaire pour le développement des PME. Le fonds d'investissement va rentrer dans votre capital et va partager les mêmes risques que vous, va prendre exactement les mêmes risques que vous. Donc, a intérêt que vous prospérez pour pouvoir justement bien sortir. Donc, évidemment, dans ce processus, vous avez différentes personnes qui ont différents intérêts et tout le monde, justement, prend les mêmes risques et tout le monde veut réussir. Donc, ça envoie de la contradiction, ça envoie de l'amélioration, ça permet d'ouvrir d'autres horizons. Et je crois que c'est en ça qu'il est. C'est ce conseil que je donne surtout aux PME quand elles veulent se développer. C'est vrai qu'on ne peut pas, il est difficile de tout seul décider de mettre en place un système de gouvernance et de le respecter. La nature n'aime pas le vide. Tant que vous n'avez pas de challenge, vous allez avancer. Et je crois que tous les êtres humains sont pareils. Tant que personne ne vous arrête, vous voulez, comment dire en anglais, get away with murder.
Mais justement, il faut qu'il y ait des barrières. Et ces barrières sont certainement mises en place quand vous décidez d'être ouvert et d'avoir si vous voulez, un système de management où la répartition du pouvoir est bien équilibrée. Même vous verrez, il y a des choses très simples, des systèmes de 2 signatures. Vous êtes directeur général de votre société, mais vous vous obligez à avoir la signature du DAF pour pouvoir justement retirer l'argent. Donc il y a un contrôle. Même penser, le simple fait en tant que propriétaire d'une entreprise, de savoir que quelqu'un d'autre doit contresigner, vous réfléchissez bien à la dépense. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que je ne vais pas paraître ridicule devant le directeur financier en train de vouloir financer un voyage personnel? Donc évidemment, ces limites que vous mettrez vous-même en place va vous permettre d'améliorer la gestion de votre entreprise. Et j'explique toujours aux PME également qu'il est important de comprendre qu'il est mieux d'avoir 30% de 100 milliards que 95% de 10 millions. Et avoir 100% des actions ne fait pas de vous un grand patron. Vous pouvez avoir 10% et être le patron de la boîte. Donc il y a tout ça, il y a des mécanismes de gouvernance à mettre en place. Et donc c'est ce genre de conseils que nous inculquons aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes entreprises, pour pouvoir justement évoluer et grandir. Je voudrais juste préciser, comme ça a été dit, en fait, qu'est-ce qu'on veut éviter en matière de gouvernement d'entreprise? Il y a trop de pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne. Vous avez vu l'affaire qui passe en ce moment, on ne peut pas citer. Il y a des gens qui ont dit qu'il y avait trop de pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne. C'est ça. Or, effectivement, lorsque vous êtes fondateur d'une entreprise, vous avez tendance à effectivement garder tous ces pouvoirs. Et donc, il va falloir donc ouvrir votre main et partager votre pouvoir dans votre intérêt. Mais souvent, le statut juridique de votre entreprise ne va pas le permettre. Donc, ça peut être nécessaire de retravailler sur le statut juridique pour avoir un statut qui va vous permettre de faire entrer d'autres personnes pour vous aider. C'est très important, effectivement, parce que s'il n'y a pas de contrôle, on ne peut rien faire. Et puis, les mécanismes de contrôle interne, de contrôle de gestion, ce sont des mécanismes importants. Ce sont des mécanismes importants parce que lorsque vous avez une société qui n'a aucun mécanisme de contrôle interne et tout ça, même si vous l'avez, si ça ne fonctionne pas, et ce n'est pas par hasard qu'on exige que dans un rapport annuel de gouvernance d'entreprise, cette question-là soit bien adressée, pour bien montrer que c'est mis en place, les procédures sont là, ça fonctionne, voici les résultats obtenus. Donc comme il a dit, vraiment, il faut éviter de contenter tous les pouvoirs en une seule main, il faut partager l'information. Et la transparence, on revient là-dessus, la transparence est fondamentale. Et c'est pour ça aujourd'hui que dans le gouvernement d'entreprise aussi, les nouveaux standards font obligation de publier quand même pas mal de choses. Donc les normes IFRS pourront aider dans cela. Merci. On va peut-être passer la parole à la salle, mais avant peut-être on va faire réagir Eric sur ce qu'on vient de dire, on va souligner sur les organes de contrôle, peut-être plus particulièrement sensibles en plus dans le domaine médical que les autres. Donc est-ce que vous avez mis en place des organes de contrôle dans l'entreprise et comment ça se passe? C'est vrai que pour le médical, c'est extrêmement particulier et je veux dire, on cherche toujours des solutions. Par exemple, on a un projet de créer un centre de radiothérapie. Donc, c'est une société que l'on crée, une nouvelle société, et il y a un partenaire technique qui rentre dans le capital. Donc, de façon claire, le partenaire technique dit « Moi, je suis l'expert en radiothérapie, c'est moi qui décide de tout. » Je dis non, moi j'ai 51% du capital, tu ne peux pas décider de tout. Donc, on a fait ce petit échange-là entre nous, qu'on n'a pas encore réussi à régler, mais qui est la vraie question, parce que c'est quelque chose de tellement technique qui se dit, s'il y a un problème, je suis responsable. Parce que je suis le médecin, je suis responsable. Donc, je veux décider de tout. Donc ça veut dire qu'en fait, pratiquement, c'est qu'il n'y a pas de conseil d'administration, parce que s'il dit je vais acheter un deuxième accélérateur, c'est lui qui décide, parce que c'est le responsable technique, c'est le référent technique. Donc je veux dire, là, il y a de vraies questions, on est encore en train de voir comment est-ce qu'on va mettre en place
un protocole d'approbation de choses, de nouvelles dépenses, de nouvelles acquisitions, de nouveaux protocoles, de pricing. Parce que voilà, il y a des choses financières, il y a des données financières, et voilà, on aimerait avoir notre contrôle là-dessus. Donc c'est vraiment très très particulier. Et au niveau de la polyclinique, nous, ce que l'on a, c'est qu'on a une direction médicale qui est très très forte, avec 4 médecins aujourd'hui, et c'est cette direction médicale-là qui nous donne la direction. Hein, c'est-à-dire qu'il nous dit au jour le jour ce que l'on fait, comment on le fait, quelles sont les acquisitions qu'il faut faire, quels sont les nouveaux services qu'il faut ouvrir. Voilà, c'est la direction médicale qui le fait. Avant, pour ceux qui connaissent la PISAM avant, notre conseil d'administration était essentiellement composé de médecins. C'est une polyclinique qui a été créée par des médecins. Tous professeurs dans leurs différentes spécialités. Donc voilà, vous avez au conseil d'administration un gynécologue, un traumato, un pédiatre, il y avait tout sauf un financier. Il y avait un seul financier. Donc c'est que des médecins et c'est comme ça qu'ils ont créé la PISAM. Aujourd'hui, on va parler de la succession plus tard, aujourd'hui, il n'y a plus de médecins. Il n'y aurait plus de médecins si je n'avais pas mis un, je n'avais pas décidé d'en mettre un. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins dans le conseil. Et ça fait que, voilà, on sent qu'il nous manque quelque chose. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rajouté un médecin au conseil d'administration, qui est un médecin, qui est un administrateur indépendant au conseil d'administration. Parce que sinon, voilà, je veux dire, c'est quand même une polyclinique et il y a besoin d'avoir sa vision médicale sur le projet. C'est vrai que... En fait, il y a un problème de fond qui concerne la composition du conseil d'administration. Parce qu'un conseil d'administration, on ne le compose pas au hasard. Donc, il y a une cartographie des compétences dont le conseil d'administration a besoin qu'il faut établir d'abord. Faire les profils et rechercher les candidats les plus appropriés. Parce que l'exemple qu'il a donné est vraiment parfait. Il a dit qu'on a sorti tout le monde, on avait besoin d'un médecin. Cartographie des compétences. Parce que si vous n'avez pas toutes les compétences dont le conseil a besoin, vous donnez de la valeur ajoutée à l'entreprise. Parce que ce qu'on attend d'un conseil d'administration, c'est de donner de la valeur ajoutée. D'ailleurs, en Amérique du Nord, de plus en plus, les gens commencent à dire qu'il faut revenir à la valeur ajoutée. Donc je pense que c'est comme ça, c'est un exemple bien. Merci.